Vous savez, je suis raconteur d'histoire, en fait, je suis un scientifique pour autre chose que ça, et j'ai 10 minutes pour parler de l'océan. C'est quoi l'océan aujourd'hui? J'aurais 3 mots pour le caractériser. Continuité. Je préfère parler de l'océan. Il n'y a pas des océans. Les humains ont mis des limites sur des cartes marines, mais il y a un océan avec des mers, effectivement. Et puis, deuxième mot, ça va être salinité. L'eau est salée. Et ça pose beaucoup de questions au niveau de la physiologie des espèces qui s'y trouvent. On ne passe pas si facilement de l'eau salée à l'eau douce, on en parlera un petit peu. Et enfin, stabilité. Depuis 100 millions d'années, cet océan est stable, au large bien sûr. Et ça, on l'oublie un petit peu, ce qui veut dire que toute perturbation que l'on ferait aujourd'hui serait extrêmement impactante sur les écosystèmes marins et les ressources que l'humain en tire. L'océan, on parle de surface de la planète, c'est un volume. 3800 mètres de profondeur en moyenne, c'est le plus gigantesque milieu offert à la vie sur la Terre, au moins 99%. Et paradoxalement, il n'abrite aujourd'hui que, de nos connaissances, 13% des espèces connues, à peu près 250 000. Et c'est une question intéressante, pourquoi ce gigantesque volume a moins d'espèces que sur les continents? Et c'est une question qui m'intéresse depuis pas mal de temps. Cette biodiversité, on a vu quelques images tout à l'heure, j'ai dit souvent, ce n'est pas uniquement un catalogue d'espèces, c'est tout l'ensemble des relations que ces êtres vivants, dans l'océan ici, ont établies entre eux et avec leur environnement. Et je dis souvent, c'est la fraction vivante de la nature, ici, dans l'océan. L'océan, c'est génial, parce que c'est là qu'est apparue la vie. Il y a à peu près 3,9 milliards d'années, 3900 millions d'années. La première cellule, la vie, c'est quoi? C'est une cellule qui va s'isoler de l'eau de mer extérieure. Elle a une membrane, et c'est pas exactement pareil à l'intérieur et à l'extérieur. Et la vie démarre comme ça. Ce jour-là démarre la biodiversité. Et pendant des milliards d'années, ces cellules vont se diviser, une mère donnant 2 filles, et les filles sont les copies de la maman. Et les grands événements du vivant, en fait, sont apparus dans l'océan. Tout est déjà réglé quand la vie sort de l'océan, il y a à peu près 450 millions d'années. Donc, premier respect vis-à-vis de l'océan, c'est là que la vie est partie. Et ça explique pourquoi, aujourd'hui, s'il y a moins d'espèces dans l'océan que sur les continents, il y a des groupes incroyables. Si je prends que les animaux, il y a 12 groupes d'animaux qui n'ont jamais quitté l'océan. Il n'y a aucun groupe apparu sur la Terre. Sur une partie terrestre. Tout est né dans l'océan, certains ont pu en sortir, d'autres y sont restés. Les plus célèbres, là je salue mon ami Bruno qui est là, ce sont les échinodermes. Hein. Il n'y a aucun échinoderme qui a réussi à mettre un pédicule dans une eau douce, une eau saumâtre, ou à sortir de l'eau de mer, depuis très longtemps. Donc cette vie, elle sort de l'océan. Tout à l'heure, on disait justement, pour revenir à la physiologie, comment on passe d'un milieu salé à un milieu qui est soit d'eau douce, soit continental. C'est parce que la vie a eu 2 stratégies. Depuis le démarrage de la vie dans l'océan, la salinité de la cellule que j'évoquais tout à l'heure, c'est la même que celle de l'eau de mer. Donc pas de problème. Et puis, à partir d'à peu près 700 millions d'années, des trucs qui ressemblent un peu à des crevettes inventent un système différent. Ils ont un sang qui est le même que vous et moi aujourd'hui. Et là, ça leur permettra d'aller vers les zones estuariennes. Et on raconte souvent l'histoire que le sang humain raconte la sortie de l'océan, puisque notre salinité intérieure de chaque cellule humaine, c'est une salinité de milieu littoral, là où se mélangent eau douce et eau de mer. Donc cette vie, elle sort de l'océan. Pensez à un crabe vert, c'est vraiment, ça paraît tout bête, un crabe vert, mais c'est absolument génial au niveau de la physiologie. Il court dans de l'eau très salée, il va vers l'eau saumâtre, il adore, c'est son sang. Il va en rivière, il court sur le sable et il grimpe aux arbres. Pour les crabes chinois. Là, vous avez un exemple fantastique, justement, de cette performance du vivant qui quitte l'océan. Également, lié à ceci, l'endémisme. L'endémisme, c'est le fait de vivre ici et pas ailleurs. Et dans l'océan, c'est très particulier. C'est beaucoup moins poussé qu'au niveau du milieu terrestre. Même là où on trouve des espèces très resserrées, très localisées, ça n'atteint pas ce qu'on trouve sur la Terre. Sur la Terre, je connais des grottes dans les Pyrénées où vous avez une espèce qui vit sur 300 mètres carrés. Dans l'océan, on vit sur des dizaines de kilomètres carrés. Et c'est vrai que c'est différent par rapport au niveau continental. Stabilité, 100 millions d'années. L'acidité de l'eau de mer, 8-18. Elle a un petit peu bougé au cours de ces 35 derniers millions d'années. Et là, liées aux activités humaines, ça c'est absolument indiscutable, l'océan est 30% plus acide depuis 250 ans. Et ça continue à s'accélérer. Et cette acidification, on la connaît bien, elle est totalement liée aux émissions de dioxyde de carbone. On a 3 laboratoires au monde centraux qui étudient ça. C'est parfaitement lié, ceci. Comment l'humain a été capable, non seulement de faire un trou dans la couche d'ozone, il fallait quand même le faire, hein. On a été capable de mettre des continents de plastique dans l'océan et aussi de changer son acidité. Et ça, c'est un problème qui nous préoccupe beaucoup parce que la température qui change, le vivant sait faire. Quand ça ne change pas trop vite. L'acidité, c'est beaucoup plus compliqué. Autre aspect intéressant dans l'océan, c'est la dispersion. Quand vous émettez dans l'océan des gamètes, des cellules sexuelles, et puis des larves, elles s'en vont au flux des courants marins, ce qui fait qu'on a des cas extraordinaires en mer où vous avez des espèces qui se sont reproduites entre elles sans jamais s'être rencontrées.
Hein, c'est un sexe très particulier. Hein, en fait, il y a la maman qui dépose sa ponte, le papa qui passe bien après, il ne connaît pas la maman en question, et puis il féconde ses œufs, et puis qui deviennent des œufs, puis ensuite la fécondation est croisée comme ça. Donc stabilité, j'ai dit, continuité, salinité. Dispersion importante, et le climat qui change augmente la température de l'eau de mer. Beaucoup des larves marines sont totalement dépendantes de la température pour leur durée de vie larvaire. C'est le seul moment de leur vie durant lequel ils sont mobiles. Pensez à un corail ou à une gorgone. Une fois qu'on est fixé, on ne bouge plus. On est comme un arbre, des animaux comme des arbres. Beaucoup d'animaux sessiles en mer. Et voilà pourquoi en mer, on trouve plus de médicaments d'intérêt dans des animaux marins que dans des animaux terrestres. Alors donc, ils se baladent pendant un certain temps, totalement lié à la température. Plus il fait chaud, moins on se balade longtemps et plus on se fixe vite. Voilà un aspect fondamental aussi de la température qui va augmenter sur la dispersion des espèces marines. Les systèmes côtiers sont intermédiaires, on parle de mer et de littoral. Le littoral est absolument génial comme milieu. C'est la transition très subtile entre la terre et la mer. C'est votre sang, je vous disais tout à l'heure aussi. Et ce littoral a une extraordinaire, une exubérance d'espèces particulières, mais très menacées, puisqu'aujourd'hui, plus de la moitié des humains vivent au bord de la mer. Et ça, c'est très, très important à reprendre. Cette biodiversité, elle amène à de l'exploitation de ressources vivantes, la pêche, bien sûr, et de l'aquaculture. La pêche, c'est génial, la pêche, quand elle est bien gérée. C'est clair que là, vous avez des stocks qui se... Quel est le plus beau cadeau que la nature ait fait à l'humanité? Eh bien, c'est le vivant, et c'est sa reproductibilité, sa reproduction, sa renouvelabilité. Donc une pêche bien gérée qui exploite en fonction de cette capacité-là, c'est génial, c'est bien mieux que l'aquaculture. Mais une pêche qui dépasse les capacités de renouvellement de la ressource, c'est stupide. Donc vous voyez comment, avec nos amis pêcheurs, mettons en place un système pour une pêche durable. C'est parfaitement faisable. Ensuite, vous avez l'aquaculture. Alors oui, on me dit, est-ce qu'elle va remplacer la pêche? Ce n'est pas le but. C'est qu'il faut répondre à une demande d'augmentation en matière de ressources vivantes, c'est clair. Aquaculture intelligente aussi. N'oublions pas que l'aquaculture, ce n'est pas que de l'élevage d'espèces carnivores. Une énorme algoculture dans le monde, c'est également des mollusques qui consomment effectivement du phytoplancton marin. Donc, aquaculture, oui. Aujourd'hui, les ressources mondiales en matière d'exploitation aquatique, c'est à peu près 180 millions de tonnes. La valeur aquacole a dépassé la pêche, à peu près au même niveau, au niveau des productions. Enfin, ce n'est pas que la pêche et l'aquaculture. La mer, aujourd'hui, les ressources marines, c'est 25 000 molécules d'intérêt pharmacologique, 25 000 médicaments et cosmétiques. Et je dis souvent, en matière de recherche, des grandes découvertes médicales ont été faites grâce à quoi? Des trucs qu'on aurait jetés à la poubelle au départ, une étoile de mer, un oursin, un bout de calmar. Et on découvre comme ça les bases moléculaires de la mémoire, on découvre la transmission d'un flux nerveux. La molécule clé du cancer, c'est quand même pas n'importe quoi, est découverte grâce à une étoile de mer. Roscoff a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et un oursin aussi. Vous voyez que tout ceci est extrêmement intéressant à mettre en avant. Et pour terminer, les relations climat-océan, océan-atmosphère, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, Madame la ministre l'a dit, fabuleuse réserve de chaleur. 93% de la chaleur se trouve aujourd'hui dans l'océan. Les 3 premiers mètres de l'océan contiennent plus d'énergie que toute l'atmosphère de la planète. Donc cette machine incroyable avec des énergies gigantesques, regardez les coups de vent qu'il y a eu récemment au Vanuatu, avec des changements climatiques, avec un phénomène El Niño, cette année très fort, des tempêtes gigantesques, et il pleut dans le nord du Chili, là où il ne pleut jamais, et des sécheresses dramatiques qu'on a encore pu voir récemment dans le sud de l'Afrique. Formidable régulateur du climat. L'océan a toujours joué ce rôle de façon... parce qu'il accumule l'énergie, il la garde et la restitue beaucoup plus lentement que ne le fait le système atmosphérique. Les milieux côtiers avec les upwellings, ces remontées d'eau froide, contrôlent aussi le climat dans les zones côtières. Température qui augmente, fonte des glaciers, remontée du niveau de la mer aussi, qui inquiète justement mes amis qui sont maires de communes littorales avec lesquels on discutait récemment sur ces questions-là. Donc puits de carbone, phytoplancton océanique menacé aujourd'hui. On montre qu'une surpêche de sardines en Angola ou bien au Chili, simplement en épuisant les couches intermédiaires d'espèces, du poisson pélagique, effondre les populations d'oiseaux, souvent de pêcheurs aussi d'ailleurs, les populations bien sûr d'animaux marins, prédateurs, mais également modifie le phytoplancton parce que laissant une place énorme à des explosions de zooplancton qui les mangent. Or, ce phytoplancton, il joue un rôle fondamental dans la capacité de l'océan à fixer le CO2. Et on reboucle le système, rôle d'une surpêche dans ces conditions-là, sur la capacité de l'océan à générer ces questions particulières. Et je vais terminer simplement, bon, la hausse du niveau de la mer, on en a parlé aussi. Changement rapide de la composition chimique. On parle aussi de zones du monde aujourd'hui où il n'y a plus de vie parce qu'il n'y a plus d'oxygène, qui sont les activités humaines. Donc cet océan,
On montre que ce climat qui change sa biodiversité et donc va modifier nos activités sur les pêches, sur l'aquaculture, tout ce qu'on peut en tirer, sur les médicaments qu'on peut en sortir aussi. Mais on montre aussi maintenant que le changement climatique lui-même peut être généré par effectivement des activités de surexploitation ou des activités de pollution, bien évidemment. Donc pour clore, n'oublions pas qu'aux effets de ce climat trop rapidement changeant s'ajoutent ceux liés à la destruction et à la pollution des littoraux, aux surexploitations systématiques, à la dissémination anarchique d'espèces, dont les ballastages de grands navires qu'on évoquait. Je trouve que ça fait beaucoup, et il est grand temps de réagir, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.